Ensuite, il y a les agressions, les mesures qui constituent en elles-mêmes une agression. 59 millions de dollars sont alloués sur 2 ans par le plan Bush pour une Cuba libre pour créer un fonds international pour le développement de la société civile à Cuba qui attirerait des bénévoles des pays tiers qui se rendraient dans le pays pour offrir leur aide aux mercenaires à la solde des États-Unis. Créer avec l'OEA des bourses d'études pour financer les études de contre-révolutionnaires dans des universités états-uniennes ou latino-américaines. 18 millions de dollars sont alloués aux transmissions de Radio Marti et de Télé Marti, auxquelles un avion C-130 est entièrement consacré. Les campagnes publiques à l'étranger contre Cuba doivent se poursuivre et être renforcées. Il leur est alloué 5 millions de dollars supplémentaires et elles porteront sur de soi-disant violations des droits de l'homme à Cuba, la subversion du gouvernement démocratique élu en Amérique latine, l'espionnage mené contre d'autres pays par Cuba. Bon, tout ceci, entre guillemets, naturellement, ce sont les termes employés par le plan Bush, et ce sont des choses qui n'existent pas. Des conférences internationales ou nationales seront organisées dans des pays tiers pour disséminer des informations sur les politiques états-uniennes destinées à promouvoir la transition à Cuba. Et un poste de coordonnateur de la transition à Cuba est créé au département d'État, tout simplement. Donc, nous ne nous étendrons pas sur les dommages causés par toutes ces mesures à l'économie cubaine dans son ensemble. Elles sont toutes contenues, tous ces dommages sont contenus dans le rapport de Cuba présenté chaque année à l'ONU. Et nous allons simplement maintenant parler des dommages causés à la solidarité internationale. Alors, d'abord à la coopération et aux échanges internationaux. Plusieurs projets de coopération de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont été victimes du blocus. Le 3 novembre 2010, le département du Trésor a informé le Centre d'études cubaines de New York qu'il ne renouvellerait pas son permis de mener à bien des projets d'échange culturel avec des institutions cubaines. L'industrie cubaine de biotechnologie ne peut conclure d'alliances stratégiques avec les entreprises états-uniennes pour développer des projets de recherche et de développement. Les préjudices causés par le blocus dans le domaine du sport ont été calculés au minimum à 1 546 565 $. Le projet Marabana-Maracuba 2010 n'a pas pu compter sur la participation d'environ 300 coureurs états-uniens parce qu'on leur a refusé la permission de voyager à Cuba. Cette interdiction a causé un manque à gagner d'environ 102 000 $ pour le projet. Le 17 février 2011, le département du Trésor états-unien a refusé au club de yachting de Sarasota le permis d'organiser à Cuba la régate Sarasota-La Havane. En mai 2011, Washington a refusé les visas au président de la Fédération cubaine de gymnastique, William Garcia, invité à une réunion de la Fédération internationale en Californie, ainsi qu'à l'entraîneur de la médaillée olympique Église Cruz, qui devait accompagner celle-ci à la Coupe du Monde de Fort Benito. Dans les deux cas, le visa avait été demandé dans les délais au Bureau des intérêts des États-Unis à La Havane. Dans le domaine des échanges culturels, en mai 2009, le département d'État des États-Unis, dirigé par Hillary Clinton, a refusé au chanteur Silvio Rodriguez d'assister à l'hommage rendu au chanteur folk nord-américain Pete Seeger. Pete Seeger est le chanteur qui a fait mondialement connaître la chanson Guantanamera, composée par Joséito Fernandez sur des paroles de José Martí, et c'était un hommage pour ses 90 ans qui lui était rendu ce jour-là, donc Silvio Rodriguez n'a pas pu y assister. Pete Seeger a séjourné à 5 reprises à Cuba et n'a jamais cessé de critiquer le blocus imposé par les États-Unis. Silvio Rodriguez était à Paris au moment où il attendait son visa et il écrivait à sa sœur. Aujourd'hui, vendredi 1er mai, je viens de me connecter au site internet de l'ambassade des États-Unis à Paris. Ici, il est 20h40. Tous les jours, ce site web publie la liste des visas sollicités et accordés s'il y a lieu. Ma demande s'y trouve encore et on y dit que les procédures sont toujours en cours.
Comme je devais prendre mon vol ce soir pour New York et que je n'ai toujours pas mon visa, je ne pourrai pas me rendre aux États-Unis. Demain, je rentrerai donc à La Havane. Les Cubains ne peuvent pas non plus recevoir les prix qui leur sont décernés à l'étranger. On se souvient du jeune Sosa González en 2006, le 15 juin 2006. Il n'avait pas pu recevoir le prix qu'il avait gagné au 15e concours international de programme des Nations Unies pour l'environnement. C'était un concours sponsorisé par la compagnie japonaise Nikon. Et ils avaient, pour ne pas décerner le prix, pour ne pas remettre, pardon, le prix avait été décerné aux Cubains, il avait gagné le concours, mais pour ne pas le lui remettre, Nikon avait invoqué l'embargo contre Cuba. Pour le consoler de sa déconvenue, en octobre de la même année, Fidel Castro lui avait fait remettre en son nom par le vice-ministre de la Santé, Roberto González, un appareil photo numérique. En octobre 2010, une équipe de l'Université centrale de Las Villas, Martha Abreu, n'a pu recevoir la mention honorable qu'elle avait obtenue au concours de programmation collégiale internationale de l'Association d'ordinateurs qui s'est déroulé en Chine sous les auspices de l'IBM. Alberto Lamadrid, directeur de la région Mexique-Amérique centrale de l'ICP-ACM, a fait savoir aux organisateurs cubains que l'ACM et l'IBM lui avaient déclaré « Cuba est un pays soumis à un blocus avec lequel l'IBM ne peut pas faire des affaires en ce moment. C'est pour cette raison que nous ne pouvons fournir aucun fonds à ce site et le nom d'IBM ne peut pas figurer sur son site web. » La solidarité internationale envers Cuba maintenant. Il est très difficile, à cause du blocus, d'envoyer du matériel à Cuba. Le risque Cuba fait augmenter considérablement le montant du fret, qui est déjà cher à cause de la distance. Beaucoup de compagnies maritimes refusent de prendre à leur bord du fret pour Cuba, sachant qu'après avoir mouillé dans un port cubain, elles n'auront plus le droit d'accoster aux États-Unis pendant 180 jours. Et les compagnies aériennes ne prennent pas de fret gratuit. Donc, de nombreuses petites associations de solidarité se découragent et renoncent à envoyer à Cuba un matériel dont l'île aurait bien besoin. Récemment, le département du Trésor a refusé des permis de voyage à deux importantes organisations non gouvernementales états-uniennes qui ont coopéré depuis des années avec des institutions cubaines dans le domaine de la santé. Les dons de médicaments que ces ONG destinées à Cuba n'arriveront pas à destination. En juillet de cette année, les autorités états-uniennes ont saisi 7 ordinateurs que les membres de la 22e caravane de l'amitié États-Unis-Cuba des pasteurs pour la paix acheminaient vers Cuba. Et ils leur ont rendu ces ordinateurs lorsqu'ils ont repassé la frontière vers les États-Unis. Un article de Radio Havana Cuba du 4 août 2011 indique que, après avoir reçu les ordinateurs, les membres des pasteurs pour la paix ont de nouveau traversé à pied le point de passage frontalier en direction du Mexique en transportant la cargaison qui sera finalement envoyée à Cuba. Mais bon, voilà le genre de tracasseries auxquelles sont confrontés ceux qui veulent aider Cuba. Et c'est tous les jours comme ça.